Le cercle RH pour parler, devinez quoi, des Jeux Olympiques. À moins de 100 jours, c'est Jeux Olympiques à Paris, mais pas qu'à Paris d'ailleurs, dans plusieurs grandes villes de France, dont Châteauroux. On n'oublie pas la région centre, il y aura le tir à l'arc. Bah oui, je fais un petit clin d'œil à cette belle région centre. Deux invités pour nous parler de cet enjeu JO, bien sûr, sur les entreprises. Alors évidemment, il y a un enjeu économique, et puis sur la manière dont les entreprises vont organiser leur activité, parce que certaines vont devoir repenser le modèle, tous au télétravail, comme pendant le Covid, en quelque sorte. Audrey Richard, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous, présidente de l'ANDRH, Association nationale des DRH. Alors ça évolue chaque fois que vous venez, 60 000 membres. Presque. Encore. Je mets la barre plus haut. On a passé la barre des 6 000, donc on est 6 150. Voilà. Chaque année, on augmente, et à nous tous, on représente un peu plus de 12 millions de salariés, 80% monde privé, 20% monde public. Donc rejoignez-nous. Rejoignez-nous. On était à 5 500 il y a un an, puisque vous étiez venu sur ce plateau. Et DRH du groupe Canal. Marc Landré, merci d'être avec nous, associé chez SIA Partners, alors, qui est une entreprise très riche qui fait des études, qui analyse sur plein de sujets, et sur les JO, juste pour l'expertise que vous portez, quel est le regard là sur cette question JO et entreprise? On a le sourire, les entreprises ont le sourire. Je ne parle pas de celles qui sont sponsors sur la flamme olympique et qui vont être affichées partout et qu'on verra partout. Je parle des entreprises en général. Les entreprises, elles vont devoir s'adapter, elles doivent anticiper la déferlante JO qui va arriver au mois de juillet, et bien avant même le mois de juillet, dès maintenant. Et je pense qu'elles ne réalisent pas ce qui va arriver. Après, les JO, c'est une formidable fête, c'est un formidable engagement national, populaire, donc il faut le vivre comme tel, et il faut s'y préparer comme tel. Audrey Richard, j'ai choisi un titre un peu pour la gratter, pendant que certains s'amusent, d'autres travaillent. Parce que les JO, c'est aussi un peu ça quand même, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Il va falloir essayer de maintenir les guichets de banque, il va falloir continuer à maintenir une activité économique. J'ai vu que la NDRH sur le site avait déjà une fiche, vous pouvez la voir d'ailleurs, pratique. Comment on s'organise? Oui, alors depuis un moment, on parle de ce sujet, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marc. Les entreprises ont déjà commencé à se préparer depuis maintenant plusieurs mois. Et évidemment, il en reste quand même un petit peu qui sont en train encore de réfléchir sur l'organisation du travail. Est-ce qu'on met en place du télétravail un peu plus? Voilà. Donc, mais la majeure partie des structures se sont quand même préparées. Et en effet, la NDRH a essayé d'aider les RH pour se préparer. Il y a un petit air Covid, excusez-moi, mais on est dans une sorte de situation très exceptionnelle. On nous dit que ça sera une bulle. Débrouillez-vous. Non, il suffit juste, et là on se rejoint tous les deux, il suffit juste d'anticiper, c'est vraiment la clé. Et la clé, c'est d'anticiper sur les jours de congé. Peut-être demander à nos salariés de prendre les congés pendant cette période-là. Adapter l'organisation du travail, particulièrement avec peut-être un peu plus de télétravail. Pour ceux qui le peuvent. Pas du full télétravail, mais débat du Covid. Et en effet, on se rappelle, on a 40% des métiers qui sont télétravaillables. Oui. Donc, toujours avoir en tête qu'il faut adapter, du coup, les horaires dans la journée, les horaires de travail, puisque, évidemment, ça sera plus compliqué de venir au travail. Donc, il suffit juste de prendre tranquillement les sujets, de les traiter avec les partenaires sociaux, avec les managers, et tout va bien. Enfin, on avance dans cette préparation. Tout va bien. Alors, je mets de côté, on parlait, dans ma tête, j'avais des entreprises privées, mais il y a quand même un préavis de grève lancé par la CGT. Qui court jusqu'au mois de septembre, et la RATP. Oui. Et la RATP, je veux dire, il y a quand même quelques risques potentiels d'aggravation de nos déplacements, hormis les lignes de métro qui sont fermées. Mais ça, on le sait. D'accord. On sait qu'il va y avoir 50% de visiteurs sur Paris en plus pendant la période de l'été par rapport à 2023. Et on sait qu'on a une offre de transport en commun qui n'a augmenté que de 15%. Donc vous avez 50% d'un côté. Par manque de conducteurs. Par manque de conducteurs, et puis par manque aussi de matériel. Et puis je veux dire, le réseau, il n'est pas extensible. Les rames de métro, les nouvelles lignes de métro qui devaient être créées au moment il en manque, elles n'ont pas été faites. Cela dit, je veux dire, comme le dit Tony Estanguet, le président du COJO, du comité d'organisation des JO, je veux dire, s'il y a 3-4 stations qui sont fermées de métro, c'est pas très grave, les gens vont marcher une station de plus. C'est une fête, ça reste un mot populaire. Il fera beau, a priori, on sera fin juillet. Sûr je pense qu'il devrait faire beau. Mais plus globalement, oui, on sait qu'il va y avoir une saturation du réseau de transport. On le sait. Il suffit d'anticiper, il suffit de prévoir. Audrey le disait, pour ceux qui peuvent télétravailler,
de télétravailler un peu plus. Non, mais ça... On parle pas c'est pas du full remove, c'est-à-dire que ceux qui travaillaient 3 jours, 2 jours, peut-être qu'ils vont travailler une 3e journée. Il faut adapter et anticiper. C'est ça la clé. Je veux pas me focaliser sur cette crise Covid, mais rappelez-vous, il y a les 40% de télétravailleurs, col blanc, qui peuvent emmener leur ordinateur où ils veulent. Puis il y a toutes les premières lignes, les grandes surfaces, les entreprises qui vont nous nourrir, qui vont nourrir les touristes. Oui. Ces personnes-là, on le sait, pour certaines, viennent de loin. Oui. Comment on fait là ? Alors justement, ce point n'est pas encore stabilisé, puisque aujourd'hui, on ne sait pas encore à quel moment on va pouvoir effectuer les livraisons, par exemple les livraisons de frais. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, donc c'est en cours. Ces réponses vont j'espère, arriver bientôt dans les entreprises. Avant le 10 juillet, après, dans les points encore à travailler, on a aussi les entreprises on recrute, qui recherchent des personnels autour des sujets de sécurité notamment. Colossal. Donc, il y a encore des sujets à travailler. Juste, vous êtes des experts tous les deux optimistes pour le recrutement, parce qu'on a eu le responsable justement de cette fédération des métiers de la sécurité il y a quelques mois qui nous disait on est très très loin du compte. Et je l'ai réentendu il y a quelques jours et il disait la même chose que sur Bismart. On n'y arrivera pas. On va y arriver, il reste un mois et demi. On va y arriver. Il faut les former. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Mais avant chaque événement majeur, que ce soit en France ou dans les pays étrangers, avant chaque Jeux Olympiques, à chaque fois, on dramatise, on dit on ne va pas y arriver. Et au final, on y arrive, ça se passe bien. Prenez l'exemple de la sécurité. L'exemple de la sécurité, on s'était dit il va y avoir beaucoup d'entrisme de la part des islamistes. Et donc, il va y avoir énormément de fichiers S qui vont être... Des risques d'attentats évoqués par Bardèche. Quand vous regardez maintenant, tous les gens qui sont recrutés pour faire de la sécurité ont une formation et le profil est examiné par le ministère de l'Intérieur. Vous savez combien de fichiers S ont été recrutés sur la dizaine de milliers de personnes ? Peu, en effet. 18. Absolument. 18. Donc on avait, je dirais, maximisé un problème qui, au final, se dégonfle comme une baudruche. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des problèmes de recrutement, mais au final... On va trouver la solution, on est en train de le faire, on est en train de former des gens, on regarde quelles sont les compétences dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs qui peuvent être transposées dans le monde de la sécurité. Il y a un grand appel d'offres lancé, je crois, par la région. Qui ne prend pas la dernière minute. Enfin, il manque, là au moment où on se parle, il manque encore des milliers. Et pas que dans la sécurité. Et pas que dans la sécurité, dans la restauration aussi d'ailleurs. En revanche, ce qui peut être intéressant de souligner, c'est les sujets autour de la cybersécurité. Nous, en entreprise, on a sensibilisé tout le collectif sur les sujets de cybersécurité en se remémorant les bonnes pratiques autour de la cybersécurité. C'est-à-dire fermer l'ordinateur, pas laisser voilà, des choses un peu basiques, les mots de passe. Des choses basiques. Et voilà, donc ça a été fait, c'est en train d'être fait, ça sera de nouveau fait pour se préparer et pour que tout le monde respecte les bonnes pratiques. C'est vraiment le gros sujet. On estime, on anticipe plus de 4 milliards de cyberattaques sur les entreprises et les organisations pendant les JO de Paris 2024. C'est 10 fois plus qu'à Tokyo en 2021. Donc on a 4 milliards de cyberattaques qu'il va falloir gérer. Donc il faut là également se prévenir, il faut se barricader un petit peu, renforcer ces systèmes de sécurité pour éviter l'entrisme. Et je vous parle d'un moment où il y a la guerre en Ukraine, il y a l'entrisme russe. On a vu ces dernières semaines qu'il y avait des campagnes de cyberattaques qui avaient été lancées depuis la Russie auprès d'entreprises ou d'organisations nationales. Ça a commencé, ça va se poursuivre, ça va se multiplier. Donc là, pour éviter d'être mis devant le fait accompli, il faut se préparer. Je vous fais sortir de votre zone de confort, mais c'est quand même dur pour une démocratie d'organiser des événements type JO. C'est formidable. Je sais pas, les Russes, les Chinois, ils en organisent pas. Donné l'impression si, Sochi, jeudi vert, il y a eu quelques événements quand même organisés. Et puis pas dans le monde moderne. Pas dans le monde moderne. Enfin, Sochi, c'était 21e. C'était 2014. C'était l'hiver. Juste un mot sur les entreprises gagnantes, parce qu'on voit que la restauration, la sécurité, il y a des secteurs qui sont toujours en tension, qui l'étaient avant les JO. Il y a quand même des entreprises... On a eu Randstad sur notre plateau qui est venu nous parler de ce sujet. Ils sont partenaires. Et ils sont totalement partenaires et engagés. Est-ce qu'il y en a, je mets des guillemets, qui vont tirer leur marron du feu, là ? Oui, on attend en termes de retombées économiques entre 5 et 10 milliards. Donc, et pas uniquement dans la consommation de sandwich de la part des touristes qui ne seront pas étrangers majoritairement, mais qui seront français à 3/4. Oui, la première des retombées, c'est en termes d'emploi. Il y a déjà entre 110 000 et 180 000 emplois qui ont été créés pour organiser ces JO. C'est formidable. Rendez-vous compte, moi, c'est un chiffre qui m'a stupéfait. 150 000 métiers ont été déployés pour permettre l'organisation de ces JO. C'est des compétences, c'est des savoir-faire qui parfois avaient disparu, qu'on a remis à l'ordre du jour. Donc ça, c'est positif. Et ça concerne
tous les secteurs d'activité. Vous avez sondé votre réseau de 6200 membres, si je ne m'abuse, pour savoir, eux, comment ils envisageaient, je dirais, ces retombées, parce que beaucoup se disent, bon, les restaurateurs, c'est basique, mais beaucoup se disent, on va avoir des retombées, peut-être des clients, peut-être une image. Alors, côté NDRH, on n'a pas sondé sur ce sujet-là. En revanche, sur le sujet de l'emploi, la NDRH est très, très active sur l'emploi, notamment des seniors. Donc là, il y a toute une palette d'emplois à couvrir. Les seniors sont bien là, donc vous nous dites, et souhaitent travailler. Parce que ça, c'est un sujet que vous portez bien avant les JO. La question des seniors, un senior, une solution. J'espère moins. Et vous le porterez après. Mais vous dites qu'on pourrait, si on voulait aller un peu plus loin, s'appuyer sur ces seniors qui, pour certains, sont à France Travail pour intégrer ces... Bien sûr que oui, bien sûr. Mais on ne le fait pas aujourd'hui, là. On ne le fait pas suffisamment, de notre point de vue. Là, vous êtes un peu béat, vous êtes passionné. C'est quoi? C'est le sport de JO plaisir? Parce qu'il y a aussi beaucoup de JO bashing, beaucoup de personnes qui considèrent... On est en France. Est-ce que c'est un peu l'esprit français? C'est totalement l'esprit français. C'est totalement l'esprit français et c'est totalement aussi avant chaque événement majeur qu'on organise en France. Donc voilà. Après, faut pas faire du scepticisme, il faut faire du réel sportif. C'est-à-dire qu'on va organiser en France cet été le plus grand événement sportif de la planète depuis un siècle. Ça va être plus haut, plus fort, plus loin, pour reprendre la devise olympique. Et plus cher pour certains. Mais non, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. On a des jeux qui... Non, mais je vous challenge un peu. On a des jeux qui ont été tenus parce que le budget, il a dérapé que de 15%, ce qui est rien par rapport aux jeux précédents dans les autres pays. Et uniquement, ça a augmenté du fait de l'inflation. Pas du fait du gonflement des dérapages budgétaires. Non. Donc, d'abord, le budget, il est tenu. Et en plus, on va faire des jeux planétaire inédit, avec 95% des infrastructures qui sont dans des monuments historiques à Paris. C'est vrai. Grand Palais, notamment. L'image que la France va renvoyer dans le monde. Si ça se passe bien. Il va imaginer, je veux dire, l'escrime au Grand Palais, mais c'est magnifique. L'image de la France, le rayonnement de la France à l'international, on ne peut que s'en féliciter. Audrey Richard. Et les entreprises se préparent pour que cela se passe bien. Mais j'ai quand même le sentiment, parce qu'il y a de la passion chez Marc Landré, parce que je sais que vous aimez le sport, que vous êtes très engagé sur ces sujets, mais j'ai quand même le sentiment que côté NDRH, on est encore un peu dans la salle des machines pour essayer de trouver le bon équilibre, la bonne organisation. C'est pas encore... C'est parce qu'elle est timide. C'est parce qu'Audrey est timide, mais en vérité, elle est très enthousiaste. Pas du tout timide. Mais non, c'est ce que je disais en introduction. La majeure partie des entreprises, des DRH se sont organisées. Mais il reste des entreprises qui sont encore en train de discuter avec les partenaires sociaux, de regarder ce que fait le voisin. Et de regarder ce que fait le voisin exactement. Mais entreprise publique, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans votre réseau, il y a des... Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Parce qu'il y a aussi des salariés qui disent, attendez, moi le compte n'y est pas, j'ai besoin d'une augmentation. D'ailleurs, on a vu ça commencer par la police. Les policiers ont été augmentés dès qu'ils ont commencé à manifester. Certains réclament à la RATP des augmentations. Comment ça se passe? Il y a quand même cette espèce de poussée sur les salaires? C'est le débat avec les partenaires sociaux. Et la réponse, elle se trouve dans chaque institution ou chaque entreprise. Et justement, attention à ne pas envoyer des messages globaux pour tout le monde pour demander une mise en application. Aujourd'hui, les entreprises, elles s'organisent très bien avec le dialogue social existant. Et aujourd'hui, tout le monde trouve sa propre réponse. Et vraiment, il faut insister là-dessus. Reconnaissons que c'est tentant pour clore que les salariés disent on va profiter de cet événement planétaire et pour que ça se passe bien, on va essayer de négocier un salaire supérieur. Enfin, ils auraient tort de se priver. Voilà. Il y a un rapport de force inverse. On le voit sur d'autres sujets, sur les retraites par exemple, avec les contrôleurs aériens, on le voit avec la SNCF. Je veux dire, c'est la période. Donc ils auraient tort de se priver. Maintenant, d'un autre côté, je pense que le problème, il sera beaucoup plus sur la motivation des salariés, sur le règlement de l'absentéisme ou de l'engagement des salariés en interne, parce que rappelons-nous, pendant les Coupes du Monde de football, que ce soit 98 en France ou 2018 en Russie, la Russie à l'époque accueillait une compétition sportive, comment on mobilise les salariés autour d'un événement sportif où la France est très mobilisé. Et bien là, on peut prévoir, par exemple, en entreprise, la retransmission d'un match, d'une manifestation. Créer un événement dans l'entreprise. Voilà. Et par ailleurs, le sport en entreprise. Et et valoriser cette question de l'activité physique. Exactement. Oui, ça peut être aussi quelque chose, après JO, de pouvoir poursuivre ces JO. C'est déjà le cas. Ça se développe de plus en plus quand même. Oui, puis vous savez, dans les JO, un des points importants des JO, c'est l'héritage. En vérité, on commence à réfléchir à des JO sur l'héritage qu'on laissera après, la trace qu'on laissera après. Et l'une des traces d'héritage
message de ces JO de Paris 2024, c'était le sport dans la société. Et dans la société, il y a les entreprises. Et donc, c'est pour ça que cette réflexion, elle est née il y a très longtemps et elle va se continuer aussi pendant très longtemps. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet que vous attendez avec une impatience non dissimulée, surtout Marc Landré. Moi, je serai à Châteauroux, je pense. Merci Audrey Richard. Moi à Paris. Merci. Pas à Châteauroux, à Paris, vous serez à Paris. Et vous serez à Paris, Audrey Richard? Je ne sais pas encore. Vous ne le savez pas encore. Elle ne nous dit rien. T'es pas préparé, Audrey? Merci. Présidente de la NDRH, 6200 membres avec 12 millions de salariés publics, privés et DRH du groupe Canal+. Marc Landré, merci, associé chez SIA Partners. Merci à vous deux. Et puis on fera le bilan, on vous réinvitera en septembre pour voir si vos prévisions, vos prédictions ont été tenues. Et tout de suite, j'accueille mon invité et ses fenêtres sur l'emploi.